Salut à tous, on vous propose une plongée dans des photos qui racontent Bruxelles. C'est le principe de Focus que vous connaissez maintenant. Documenter Bruxelles, c'est aussi capturer sa faune, sa flore, sa nature sauvage ou cultivée. Elle le fait de manière poétique à travers son environnement, son propre corps aussi pour interroger son rapport au monde. Mélanie Patrice est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous nous présenterez votre projet Géographie sauvage et ça en dit long sur cette thématique et sur votre travail impressionnant. On aura l'occasion de le voir et on a déjà vu une photo. Il nous dévoile la richesse naturelle de Bruxelles et en nous montrant ce qu'on voit rarement en ville et pourtant bien présent. C'est Thomas Jean, bonjour, Bonjour. défenseur de la nature sauvage, hein, c'est votre passion, votre métier aussi d'ailleurs, vous allez nous en parler, vous nous faites le plaisir de partager votre travail essentiel avec nous aujourd'hui. Merci. Et puis capturer le végétal, les petits espaces cultivés, qu'ils se rassemblent entre citoyennes et citoyens dans des espaces parfois trop urbanisés. Philippe Clabotz est avec nous. Il nous présente entre autres son projet consacré au potager urbain. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors les potagers urbains, il y en a près de 300 a priori à Bruxelles. Parfois c'est des tout petits lieux, parfois plus grands. Et vous avez choisi de les mettre en lumière à travers une série de photos. Racontez-nous comment ça a commencé. Exactement, en fait, je suis bruxellois depuis toujours ou à peu près. Un aspect qui est très intéressant dans Bruxelles, c'est le côté quand même très, très vert de la capitale. Il y a beaucoup d'espaces verts. Et puis, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Bruxelles Pixel, où on est des 6 photographes et on avait une volonté, c'est un peu suite à la période noire qu'on a connue en 2016 avec les attentats, de donner une image positive en fait de Bruxelles. Donc, on essaie d'explorer ces côtés intéressants, positifs. Dans le cadre de ce projet-ci, en fait, tout est parti par un ami qui est un fan des potagers urbains et qui y travaille beaucoup. Et je me suis dit que c'était une manière intéressante de rencontrer ces collectifs, ces associations, ces personnes qui consacrent du temps, de façon bénévole, bien entendu, et essayer aussi de comprendre un peu quelle était leur problématique et ce que cela leur apportait. Oui, parce que c'est un vrai sujet de société finalement, ces potagers urbains. Vous les décrivez comme parfois discrets, souvent ils sont très demandés hein, et finalement il n'y a pas beaucoup de potagers par rapport à la population à Bruxelles et donc ça reste, il y a ce petit côté caché encore. Et puis parfois on a vraiment envie de les montrer, de faire participer tout le monde. C'est j'imagine ce que vous avez pu découvrir en les photographiant. Comment c'était de se retrouver sur ce terrain-là en tant que photographe? Quel plaisir vous avez pris particulièrement là-dedans? Un des éléments essentiels, c'était la rencontre. La photographie, ça peut être très solitaire ou être un moment de rencontre. Si c'était les rencontres, j'étais en contact avec des gens vraiment passionnés, intéressés par ce qu'ils faisaient, complètement désintéressés. Il n'y a personne qui gagne le moindre cent dans ce genre d'opération. Et puis souvent des gens qui essayent de réhabiliter des endroits et le tissu social. Un des potagers, ils m'ont tous frappé, mais un qui était très amusant, c'était Marguerite, qui est en fait au Square Marguerite. C'est un petit espace clôturé, vous pouvez passer 10 fois et pas le savoir. Et les gens cultivent quelques potirons, quelques tomates, et tous les passants qui étaient là le jour où j'étais disent bonjour, viennent voir avec les enfants si les potirons ont poussé. Donc ça crée vraiment un tissu social. D'autres sont complètement isolés dans des îlots, on n'imagine pas. Il y en a un à Étang Noir, en fait, qui est complètement à l'intérieur d'un ensemble d'îlots. Et là aussi, il y avait une création de tissu social, puisqu'il y avait mise en place d'un home pour personnes âgées. Et il y avait un deal qui se faisait, parce qu'un des problèmes que les gens qui gèrent ces potagers ont, c'est l'accès à l'eau. Vous aviez évoqué le sujet de l'accès à l'eau il y a quelque temps dans vos émissions, mais là, c'est également le problème, c'est de trouver de l'eau pour pouvoir alimenter les plantations, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, il se crée des collaborations. Il faut aussi trouver un moyen, oui, c'est ça, de s'arranger avec des voisins, des entreprises à côté pour essayer d'avoir un petit peu d'eau. Et ce qui m'a frappé, c'est la crainte et la précarité, en fait, de tous ces potagers, parce que la plupart du temps, ce sont des situations temporaires, des accords avec des communes, avec des propriétaires privés. Donc, quasiment tous les potagistes, pour utiliser ce terme que j'ai rencontré, ont toujours la crainte que ça se termine dans les mois qui viennent. Et puis, comme vous le disiez en début d'intervention, il y a des longues listes d'attente, en fait.
Et puis quand les gens ont un emplacement, ils peuvent se rendre compte aussi que c'est très compliqué. C'est beaucoup de travail. C'est pas une fois de temps en temps sur le mois où je vais aller voir si mes tomates ont poussé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça permet d'avoir un contact avec la nature et on sait que c'est essentiel. Thomas Jean, vous le remarquez aussi dans votre travail, hein, défenseur aussi des friches qu'on connaît à Bruxelles. Pourquoi ? Parce que justement la faune peut s'y développer facilement là-bas. Alors on a toujours envie de les voir, on a toujours envie d'avoir accès à ces espaces verts, alors que c'est pas toujours la meilleure idée d'y avoir accès pour que on puisse vivre en cohabitation avec ces renards qu'on voit à l'écran, mais aussi ces oiseaux et cette faune encore plus sauvage, encore plus discrète, qui a besoin d'espace pour vivre en ville. Oui, alors elle a effectivement besoin d'espace, mais elle a surtout besoin d'une diversité d'habitats naturels. Et ces habitats naturels, en règle générale, on va en retrouver pas mal de différents, que ce soit des zones humides, des zones ouvertes, des zones fermées, comme des milieux boisés, dans des endroits qui sont délaissés par l'activité humaine. Parce que là, la végétation va pouvoir reprendre ses droits et évoluer librement. Et ça va intéresser, de par la nature même de ces sites-là, que ce soit la friche Josaphal, Donderberg, le Marais Wils et beaucoup d'autres ici à Bruxelles qui sont pour la plupart visés ou quasiment tous visés par des projets immobiliers, ça va leur offrir des sources potentielles de nourriture, des sites potentiels de nidification, de reproduction, etc. Mais de là à fermer l'accès, moi je suis plutôt partisan de préserver ces zones, mais et de l'ouvrir de manière intelligente et pédagogique en fait. Ce serait génial de pouvoir offrir l'opportunité à la jeunesse de développer un autre rapport à la nature et de comprendre que pour observer des animaux aussi incroyables que le faucon pèlerin ou la chouette hulotte ou le renard, il ne faut pas nécessairement aller dans un zoo ou faire un safari au Kenya. On peut simplement se balader dans sa ville et apprendre à regarder différemment. C'est autour de nous, quoi. Et c'est vrai que vos photos ont un vrai impact à Bruxelles, hein. Elles tournent énormément sur les réseaux sociaux. Il y en a des plus dramatiques. On voit aussi des oiseaux entourés de plastique, comme on l'a vu dans une des images. Mais ça, c'est un peu plus dur à regarder aussi. Puis les autres provoquent énormément d'émotions. Ça fonctionne bien, le projet La Minute Sauvage, cette idée de montrer la nature en ville. Vous voyez une évolution dans le bon sens aussi sur le regard des Bruxellois et des Bruxelloises sur cette nature. Vraiment dans la mesure où je pense que cette thématique elle est vraiment d'actualité. Moi je l'ai partagée et j'ai commencé à partager ma passion parce que c'est finalement ce que je connaissais le mieux. J'avais moins de pertinence d'aller parler des lions au Kenya, que je n'ai jamais vu. Mais par contre, j'ai vécu quasiment toute ma vie ici à Bruxelles et j'ai passé la quasi-entièreté de ma vie à observer ces animaux. Et ce que je remarque depuis le lancement de la Minute Sauvage, c'est qu'il y a une dynamique citoyenne autour de la préservation de tous ces sites qui est de plus en plus importante. Il y a eu encore dernièrement des marches pour préserver et mettre en avant et en lumière la volonté citoyenne à vouloir préserver, enfin des citoyens à vouloir préserver ces zones-là et à vouloir faire en sorte que Bruxelles soit une ville résiliente par rapport au dérèglement climatique notamment et à l'affaiblissement de la biodiversité. Et donc il y a vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience et un engouement. On va reparler de la manière dont vous faites vos photos aussi, comment ça se passe pour réussir à photographier la faune sauvage. Une autre faune sauvage que vous nous proposez, vous, Mélanie Patrice, plus poétique, hein, vous avez vraiment une formation dans l'art, vous travaillez dans l'art-thérapie d'ailleurs, et vos photos révèlent plein de choses, hein, elles sont exceptionnelles, on voit ça nous emmène un petit peu partout. Et pourtant, la plupart des images qu'on va voir sont à Bruxelles. On n'a pas forcément l'impression. Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce que vous ramenez de nature dans les images que vous partagez ? Mon postulat, c'est que si on est coupé de la nature soi-même, on est coupé de soi-même. C'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment tout un courant qu'on peut appeler l'éco-psychologie et qui parle vraiment du fait que la nature est essentielle et notre contact avec la nature est vraiment essentiel. Et c'est pas que j'ai fait mes photos en fonction de ça, mais c'est que j'ai réalisé après coup, en regardant mes photos, que ça parlait de ça et de mon rapport à cette nature. Et donc, du rapport à la nature réelle et puis du rapport à ma propre nature intérieure, d'où les autoportraits dans les séries et d'où aussi la présence très forte de la nature, beaucoup par les arbres et la forêt, parce que moi, c'est ce qui me touche le plus. Et
Et je pense que ça parle aussi de mon rapport parfois anxieux à la nature, de cette perte de la nature qu'on a autour de nous. Et cette éco-anxiété aussi, on sait que ça ne va pas dans le bon sens en tout cas, et qu'est-ce qu'on en fait. Vos photos sont exposées, on va voir peut-être une image en particulier de vous, hein. C'est un autoportrait, c'est pas le seul dans votre série, c'est pour ça qu'on en parle, c'est important pour vous de vous mettre aussi à l'image, de questionner votre corps dans cette nature, et vous faites ça dans votre jardin la plupart du temps. Beaucoup, oui, en tout cas ça m'arrive, et l'autoportrait... c'est une photo que j'ai prise dans mon jardin au Polaroid. Je travaille principalement en argentique, vraiment dans l'idée de la lenteur aussi. Et pourquoi dans mon jardin? Parce que juste le moment est là et que c'est cette image-là qui va sortir à ce moment-là. Après, c'est vraiment dans ce besoin d'être au plus proche en fait de mon lieu de vie, de qui je suis et de ma nature. Après, cette photo-là, elle a été prise à la volée, vraiment, quoi. Comme la plupart de mon travail, je ne prépare pas mes séries à l'avance. C'est vraiment plutôt le lieu qui m'emporte vers des endroits que je ne connais pas. Et le Polaroid permet aussi de détacher le regard de la réalité et de proposer une nouvelle vision aussi de cette nature qui peut être réenchantée aussi. Et dans le réenchantement, comme cette image-là, avec l'arbre recoupé, où on peut aussi voir peut-être ce manque de lien, justement. Et c'est vraiment ça que je questionne. Et il y a aussi des séries où je travaille avec les animaux, notamment les chevaux, vraiment dans ce questionnement du lien à la nature, du lien à l'être autre qu'humain. Le lien, c'est intéressant pour rebondir sur votre travail, Thomas Jean. Le lien avec ces animaux sauvages, on dirait que vous, derrière l'objectif, il y en a un particulier, quoi. On n'arrive pas à y croire que vous n'avez pas un lien avec cette faune sauvage que vous capturez en photo assez souvent. Finalement, il y a plein de séries qui sortent. C'est pas les premières qu'on voit là à l'écran. Il y en a d'autres, il y en aura encore d'autres. Comment vous avez réussi à créer ce lien et comment ça se passe une prise de photo? Combien de temps vous devez rester pour capturer les instants qu'on voit à l'écran? Mais tout le travail consiste à déjà prendre en considération le fait qu'effectivement il y a des êtres non humains avec lesquels on coexiste, avec lesquels on cohabite ici en pleine ville. Et à partir du moment où il y a cette prise de conscience, on comprend que ces êtres-là sont doués de sensibilité. Et si on tient compte de cela, on peut déjà appréhender l'observation de manière différente. Et donc on peut espérer avoir une certaine proximité avec ces espèces. Mais c'est vrai qu'en termes de réalisation d'images, il faut être plutôt créatif ici en milieu urbain. C'est pas comme si j'allais dans les Ardennes, je me lèverais le matin. Dans une réserve naturelle où il y en a plein. Ici en pleine ville, je dois composer avec le droit à la propriété, donc j'ai pas accès partout. Je dois composer avec l'activité humaine, avec le trafic routier, avec plein de choses, avec un environnement sonore aussi qui est assez particulier, et avec une évolution du territoire qui est très rapide. Et donc, dès que je repère une espèce en particulier qui m'intéresse, je vais passer un premier temps de repérage, et donc je vais l'observer. Et si je vois qu'il y a un comportement spécifique qui m'intéresse, on voyait l'accouplement des faucons pèlerins sur l'église Saint-Job. C'est un moment qui se passe au tout début de l'année, donc à partir du 4, 5, 6 janvier. Il fait assez froid. C'est une image que je prends depuis la rue. Et l'accouplement a lieu parfois, si on a de la chance, c'est toutes les heures, parfois toutes les 2-3 heures. Et alors, si c'est l'oiseau le plus rapide au monde quand il vole, c'est aussi l'un des plus rapides quand il se reproduit, quand il s'accouple. Et ça dure 2 à 3 secondes. Faut pas louper le coche. Voilà, si on le loupe, on est reparti pour 3 heures d'attente dans le froid, debout, avec des passants qui vous demandent si vous êtes passionné par l'architecture catholique. Donc c'est particulier. Donc c'est des conditions, et il faut... il y a tout le travail derrière, c'est pas juste de la chance, il faut le savoir, même si j'imagine qu'on joue de temps en temps avec la chance, et c'est ça qui est un peu excitant aussi quand on fait ce boulot et quand on a cette passion. Un autre projet que vous avez présenté qui concerne la nature, Philippe Clabotte, c'est la promenade verte. Alors les Bruxellois et Bruxelloises la connaissent de plus en plus, hein, c'est
C'est ce parcours de 60 km qui nous emmène autour de Bruxelles pour passer d'un espace vert à un autre. Et vous avez choisi de le mettre en avant. On va voir des photos en couleur de cette promenade verte. On est souvent sur des chemins mais dans la nature, des espaces verts qui nous emmènent de parc en parc. Et on découvre vraiment une autre nature à Bruxelles. C'est pas le cinquantenaire. Il y a plein de choses à voir et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on l'emprunte à vélo ou à pied. Comment vous l'avez emprunté, vous, d'ailleurs? Je l'ai emprunté à pied, en fait, parce que c'est quand même la manière, on parlait de lenteur et de prendre son temps. La façon la plus efficace, c'est quand même à pied. C'est là qu'on voit le plus de choses, qu'on a le meilleur angle. Donc je l'ai fait à pied. J'ai fait 7 segments de 10 km environ. Donc là, la préparation là, est relativement simple. Une bonne paire de chaussures et c'est parti. Les potagers urbains, c'est prendre du contact, évidemment. J'ai contacté toute une série d'associations. Ici, là, il vous suffit de suivre un itinéraire bien balisé, d'ailleurs. Bruxelles Environnement qui gère principalement cet espace a une petite brochure qui est bien faite, une trace GPS et puis on suit les petits panneaux, c'est très simple. Et après, c'est être attentif et se donner un point de vue. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans cette vision, c'était de montrer la tension entre le minéral, la ville et puis le côté complètement nature. C'est ça vraiment quand on va dans la promenade verte, parce qu'on passe dans les zones industrielles et puis on arrive dans un chemin de nature, on se croirait en pleine campagne. Enfin, oui, on peut déboucher d'un chemin creux sur un gros boulevard à Erasme, jouer dans les trouées de la nature et des bâtiments sur les couleurs et les formes. Et puis cette variété en fait aussi de la ville, parce qu'elle est quasiment tout le temps périphérique à la ville, sauf en partie vers Woluwe et vers où elle rentre plus dans la ville. Et on se rend compte qu'il y a comme des secteurs très très différents. Pour ma part, je connaissais bien le côté de Woluwe parce que j'y habitais longtemps, mais toute la partie, la vallée du Molenbeek était une vraie découverte. Je ne connaissais pas du tout cet endroit-là. Quand j'ai exposé la série en décembre 2021, effectivement, beaucoup de Bruxellois me disaient j'ai fait un petit bout, ou bien j'ai fait toute la promenade verte. Et beaucoup de gens le découvraient aussi. En fait, ils ne se rendaient pas vraiment compte. Quand ils voyaient le petit panneau saut qu'on avait mis vert avec le vélo, ils se rendaient compte qu'effectivement, il y avait tout un tracé. Et puis, ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice, c'est aussi le jeu de la lumière, quoi, parce que... Vous avez choisi de de faire des photos en noir et blanc aussi. On va les découvrir à l'instant. Donc, une série couleur, une série noir et blanc. Même pour parler de nature, on peut le montrer avec du black and white. Certainement, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, en tout cas des photos qui étaient très monochromes. Ici, j'utilisais le noir et blanc plutôt pour montrer les côtés un peu moins glamour nature, en fait. Parce que, bon, évidemment, on n'a pas 63 km autour d'une ville ou qui rentre dans la ville sans avoir des côtés qui sont un peu plus compliqués. Hein. C'est peut-être ça le glamour, parfois, finalement. Oui, il y a du beau dans du laid, en fait, effectivement. Donc, c'était plutôt cette idée-là. Mais globalement, moi j'en retiens un moment vraiment qui m'a fait personnellement beaucoup de bien. Et puis l'interaction que j'ai eue pendant l'exposition Zoom où on montrait ces images, c'était vraiment très très intéressant parce que beaucoup de gens la connaissent ou pas. Il y a quelqu'un qui me dit j'habite dans l'immeuble là, donc je lui ai donné la photo parce que ça lui faisait plaisir. Et puis voilà. Puis on se rend compte qu'il y a des endroits quand même qui auraient besoin d'un petit coup de neuf, mais fondamentalement il y a quand même un gros travail. On parlait de résilience tout à l'heure, effectivement, de la ville, aussi bien pour les potagers urbains où Bruxelles Environnement intervient aussi dans certains cas. Pour la promenade verte, on voit qu'il y a une vraie attention à essayer que les choses soient plus agréables. Et là, l'époque de pandémie qu'on a connue, je pense, ne fait que renforcer cette volonté. C'est clair, à ce moment-là, on l'a bien connu, cette promenade verte et les promenades possibles de faire à Bruxelles. Et cette forêt de Soignes aussi que vous photographiez, Mélanie Patrice, avec cette photo qu'on a déjà vu défiler, que je vous propose de revoir, cet arbre manquant parmi les arbres, une photo de forêt qui, à nouveau, est très poétique. Vous, à quel moment vous la prenez, cette photo? C'est quoi votre travail de recherche avant justement de la prendre? Vous attendez la lumière ou qu'est-ce que... Celle-là, c'est vraiment lors d'une balade avec une amie. On était dans la forêt et puis ce moment-là est arrivé. Et donc, c'est plus dans mon quotidien, je pense. J'ai toujours des appareils photos sur moi et quand je me balade, je les ai à portée de main. Et s'il se passe quelque chose, alors j'ai mon appareil avec moi. Et puis, je ne sais jamais vraiment ce que ça va donner puisque c'est de l'argentique. Bon, là, c'est du Polaroid, donc je l'ai, mais... Je ne peux pas prévoir qu'il va y avoir ce trait de lumière. Et on ne peut pas la recommencer 20 fois non plus, du coup. Non, ce n'est pas possible.
non. Mais dans le reste de votre travail, si on découvre votre site, Mélanie Patrice, on trouve ça facilement sur Internet, il y a toujours ce rapport à la nature. Vous, on en a parlé, ce qu'on laisse derrière nous aussi, c'est comme ça que vous qualifiez votre travail. Quelle est votre patte, vous diriez, à vous, en termes très artistiques? Plutôt poétique, je pense. Oui, je pense que c'est de la poésie. C'est aussi, mon rapport à l'image, je le veux, dans quelque chose d'esthétique pour moi, en tout cas, et de ce qui peut, en tout cas, faire du bien dans l'image. Après, c'est vraiment tellement subjectif, je ne peux pas savoir s'il va faire du bien aux autres ou pas, mais en tout cas, d'avoir une réflexion sur ce que ça fait en soi, que ça fasse une émotion, que ça provoque une émotion chez l'autre. Chez moi, il y en a toujours, parce que quand je prends une photo, il y a forcément une émotion. Mm-hmm. Et mon espoir, je dirais, c'est que ça fasse quelque chose à l'autre, que ce soit, je dirais, quelque chose de chouette ou en tout cas du rejet. Ça peut arriver. Il y a des gens qui n'aiment pas ma photo parce qu'elle n'est pas traditionnelle ou parce que ça va chercher des choses... je pense des émotions parfois pas faciles. Mmh. On parle d'émotions justement, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'émotions en voyant vos photos, des émotions positives souvent, c'est ce que provoquent les animaux, hein. On le sait d'ailleurs, les études le prouvent, mais vous cherchez pas forcément le positif, hein. Derrière il y a des enjeux beaucoup moins positifs derrière, donc comment vous jouez avec cette dualité entre on parle d'un sujet sensible et ça crée des émotions positives? L'émerveillement, c'est un axe qui est une très belle porte d'entrée en fait pour aborder une multitude de thématiques, et l'animalier joue énormément là-dessus. Maintenant, c'est vrai que me contenter de l'émerveillement, pour moi, c'est pas envisageable, parce que du fait d'observer cette faune sauvage et d'être un peu privilégié entre guillemets, même si ça nécessite de me réveiller à 3h du matin en plein été. J'estime avoir une forme de responsabilité vis-à-vis de ça, et donc je suis, c'est vrai, régulièrement témoin de situations extrêmement délicates et d'animaux qui sont dans des situations compliquées ou de détresse, et je pense que le montrer, en parler, il faut le partager aussi. C'est ce que vous faites dans votre livre Coexistence, d'ailleurs, vous l'avez à côté de vous. Oui. Ce sont vos photos, vos meilleures photos reprises, mais aussi des témoignages et votre parcours dans Bruxelles et ce rapport aussi à la faune sauvage qu'on a tous ici à Bruxelles. Il est disponible en vente encore. Vous exposez d'ailleurs certaines images du livre en ce moment, c'est Wallis-Saint-Géry. C'est ça. Jusque début septembre, le 5 septembre. Jusque début septembre, donc on peut encore le voir. On arrive à la fin de cette émission. C'est l'occasion aussi de parler peut-être de vos projets d'exposition. Philippe Clabots, des expositions avec Zoom notamment, et Artesio, dont le collectif Pixel fait partie. Vous allez proposer la quinzaine de la photographie en décembre. Oui, plus exactement, en fait, le collectif Bruxelles Pixel sera un des invités de la deuxième édition de Zoom, la quinzaine de la photographie, qui est organisée par Artesio. Ça aura lieu en fait à Autonomie, près de la gare du Midi, la première quinzaine de décembre. Et je ne puis que vous convier à venir nous y rencontrer, voilà, des bien photos entendu. Qui mettent Bruxelles en valeur, c'est vraiment ça. Pour la partie Bruxelles Pixel et de façon plus large pour l'ensemble des autres exposants. En fait. Voilà, avec tout ce qu'on fait de mieux de la photo, ce sera en décembre. On aura l'occasion d'en reparler sur cette chaîne. Et puis, vous, Mélanie Patrice, on attend aussi une exposition du côté de Saint-Gilles, mi-septembre. Oui. En septembre, oui. Dans une ASBL qui s'appelle Pierre Papier Ciseaux. Et c'est un endroit où elle fait des expositions et elle propose aussi de l'art-thérapie. Et voilà, ce sera de fin septembre à fin novembre. Pour découvrir le travail que vous nous avez présenté, et puis d'autres aussi, parce que vous avez plein d'autres sujets de prédilection, toujours dans ce même rapport à la nature, à aller découvrir donc chez Pierre Papier Ciseaux. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Il y avait encore plein de choses à dire. On est malheureusement pris par le temps. Découvrez la nature à travers les photos, mais aussi en vrai. Faites la promenade verte. Allez vous promener dans les potagers urbains. C'est tout ce qu'on peut vous conseiller pour cet été à Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve bientôt pour un prochain numéro.